Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Iria Marquez, je suis directrice associée d'EPOCA et j'ai le plaisir de diriger l'équipe Digital et Data qui est à l'origine de l'événement de ce jour. Donc, avant de présenter mes invités, je voudrais juste faire un petit tour de l'agence pour ceux qui ne la connaissent pas ou pas bien. EPOCA, c'est 200 collaborateurs, c'est 3 expertises, la communication commerciale, la communication corporate, pardon, la communication RH et le marketing B2B sous la marque RSI. C'est dans cette équipe B2B que se trouve l'équipe digitale et data. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter cette troisième édition de l'événement Innovation Tech pour cette année en tout cas. Et je suis entourée de Gilles Berthaud. Enchanté. Voilà. Bonjour, merci. Merci. de recevoir. Salut. De Grégory Bécu qui est à distance pour des petites raisons de immobilisation. Grégory, bonjour. Bonjour Iria. Voilà, alors respectivement, je n'ai pas cité vos fonctions, excusez-moi. Gilles est cofondateur et CEO de Livestorm et Grégory est CGO, nous expliquera ce que c'est, de Ibexa. Et puis Antonin Fuyat qui est senior chef de projet dans mon équipe, dans l'équipe digitale et notamment très investi dans les sujets de data. Et bonjour. Voilà, bonjour à tous. Donc on commence avec Grégory. Grégory, on va parler d'Ibexa évidemment. Dans les rêves des marketeurs d'aujourd'hui, d'hier et sans doute de demain encore, il y a cette idée de faire une expérience, proposer à leurs clients une expérience digitale qui soit la plus sans couture possible et la plus personnalisée. Alors, t'imagines ma question, est-ce qu'ils vont continuer de rêver longtemps ou est-ce que c'est déjà une réalité ? Non, je pense que c'est une réalité. Je pense qu'en tout cas, c'est justement le but un petit peu d'Ibexa, notamment pour les sociétés B2B. Les sociétés B2B font face à un changement sans précédent et c'est vrai qu'avoir et proposer en tout cas une offre sans couture, c'est vraiment en tout cas le but d'Ibexa, mais on va voir ça à travers les slides. Voilà, je pense que tu dois voir les slides. Voilà, super. Voilà. Et donc, je présente rapidement en tout cas Ibexa. Ibexa, donc en fait, on est une plateforme de DXP. Donc, pour faire simple, en fait, dès que vous avez un projet ambitieux de refonte, de création de site web, en fait, Ibexa, notre techno, elle est là. Et donc, aujourd'hui, on travaille avec un ensemble de partenaires, je pense les meilleures agences en Europe et en France, dont RSI. Pour la mise en place, pour la partie conseil en tout cas de cette plateforme. Mais voilà, on est une plateforme technique qui va permettre la réalisation des sites internet, des plateformes e-commerce, j'y reviendrai juste après. Et là, vous voyez sur l'écran un certain nombre de références. Je m'arrête rapidement sur ces 3 références. Aujourd'hui, on a à peu près 70% de nos clients B2B. Et c'est vrai que là, on a un exemple de 3 références. Vous voyez par exemple Essilor, on est plutôt sur du site corporate, on valorise l'image de marque. Voilà, c'est un sujet important. Peut-être un peu moins B2B, mais quand même une activité B2B. Bellambra, qu'on a mis en ligne il n'y a pas très longtemps. L'objet et la mission d'Ibexa, c'est de faire en sorte que votre expérience, l'expérience que vous fournissez en ligne à vos clients, en fait, elle soit de la même nature que celle qu'on voit physiquement. Et ça, c'est un enjeu parce qu'on voit tous les jours, les entreprises B2B, c'est des boîtes incroyables. Mais en fait, souvent, quand on va voir leur site en ligne, et le site ne correspond pas, en tout cas, à ce que, quelque part, elles correspondent dans la vraie vie. Pourquoi ? Parce qu'elles ont une notion de complexité qui est extrêmement difficile de traduire en ligne. Bellambra, super référence, n'hésitez pas à les voir. Et puis un dernier exemple client ici, vous avez par exemple Pierre Fabre. Pierre Fabre, c'est pareil, ils utilisent notre techno, 120 sites, 50 langues, quasiment toutes les 2 semaines, il y a un nouveau site en tout cas qui sort, qui est publié. Voilà, alors on n'a pas que des clients comme ça, mais c'est un exemple aussi de ce qu'on sait faire en termes d'industrialisation, de présence de marque en ligne. Alors sur la slide suivante, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, vous allez voir un peu Ibexa, notamment le périmètre fonctionnel. On est une DXP, donc c'est quoi ? C'est qu'en fait on a par défaut 17 composants. Un CMS, vous avez déjà entendu parler de ce terme, pour réaliser le site internet, mais aussi une brique e-commerce.
On va avoir aussi une PIM, une notion de portail, une CDP. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, on a 17 composants qui sont tous connectés les uns aux autres et du coup qui simplifient énormément en fait l'usage du digital pour les équipes marketing. C'est un peu notre but. C'est vrai qu'aujourd'hui, le marketing et le digital est devenu tellement complexe qu'avec Ibexa, sans couture, vous pouvez créer des expériences personnalisées. Et donc, je donne un exemple concret. Vous modifiez votre produit, par exemple, sur Ibexa, automatiquement, il est mis à jour sur la plateforme e-commerce, il est mis à jour sur les blog posts, il est mis à jour sur les catalogues. C'est vraiment dans cette idée de simplifier. Mais en même temps, ces notions de composants fait que vous avez besoin d'un composant, vous l'activez, vous n'en avez pas besoin, vous ne l'activez pas. Et en fait, ça suit quelque part le rythme et votre volonté, en tout cas, de digitaliser votre entreprise. Sur la slide d'après, on voit que cette notion de composant, c'est vraiment quelque chose de central chez nous. On fait partie du groupe Quantum. Et Quantum, en fait, c'est une grande famille avec pas mal de sociétés. Vous connaissez sûrement quelques marques en France, Actito, un des leaders sur la partie emailing et activation de data client. Qualifio, super boîte aussi en France, dont on a fait l'acquisition il n'y a pas très longtemps. Boîte qui permet de faire des jeux de concours et donc de collecter du first data party. Et ces boîtes-là et ces composants-là, en fait, on les intègre encore dans Ibexa. Donc imaginez, vous lancez un jeu concours, vous utilisez Ibexa, vous créez une landing page en quelques minutes, vous mettez un jeu concours, tout ça très simplement. L'idée de la DXP, c'est ça, c'est de simplifier quelque part l'usage du digital et donc que cette complexité des entreprises B2B, on n'arrive pas à en faire, on n'en fait pas une faiblesse, mais on en fait une force, c'est un savoir-faire et ça, on le valorise. Alors sur la slide suivante, pour faire rapide, vous voyez un petit peu les cas d'usage et pourquoi utiliser Ibexa DXP. J'insiste juste sur le premier point, se démarquer. Comme je l'évoquais juste avant, les entreprises B2B, 80% des entreprises B2B vendent et commercialisent des produits complexes. Et souvent, les équipes marketing qu'on voit sont frustrées parce qu'en fait, dit complexité, dit par exemple 100 prix, 1000 prix, 10, 20, 50 catalogues, c'est extrêmement difficile à valoriser. Du coup, quelque part, on a une version dégradée de soi-même, c'est-à-dire en ligne, c'est-à-dire que la représentation de l'entreprise ou de ses produits, elle est simplifiée, elle est dégradée. On n'offre pas une expérience, en tout cas, qui correspond à l'expérience que l'entreprise mérite. Ibexa est fait comme ça, 100% est personnalisable. Grâce à notre réseau de partenaires, en fait, vous prenez le produit qui offre déjà un périmètre, comme vous l'avez vu, très très large, mais tout est modifiable. Je donne un exemple, vous avez le checkout du panier, par exemple, pour vendre en ligne. Vous rajoutez 2-3 étapes parce que vous avez une notion particulière, vous pouvez le faire. Donc ça, c'est vraiment l'ADN, en tout cas d'Ibexa, c'est cette notion de personnalisation. Sur la slide juste après, un use case intéressant à voir ensemble, c'est Atlantique, superbe référence B2B. On a commencé à travailler avec eux il y a quelques années. Ils avaient 30 sites. Ils ont décidé de rationaliser avec seulement un site. Pourquoi? Ils avaient plein de personas différents, des revendeurs à servir. Et donc ces personas-là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a créé un seul site, mais quand la personne est connectée, automatiquement son expérience quelque part, elle est personnalisée, c'est-à-dire que les contenus qu'il voit, les présentations de produits qu'il voit correspondent aux personas sur lesquels il est rattaché. Et donc, on a commencé avec eux sur cette notion de branding, sur cette notion de valorisation de l'image de marque, d'expérience en ligne. Et puis, petit à petit, on a rajouté des périmètres, on a rajouté la notion de catalogue produit. Ils ont désormais des espaces clients pour faire du reordering, du recommande, par exemple. Et récemment, ils ont activé la brique e-commerce pour faire de la vente de produits complémentaires. Et là, en milieu d'année 2023, ils viennent de souscrire à l'offre CDP qu'on a lancée aussi sur Ibexa pour avoir une meilleure compréhension des données clients. Et là, c'est un bon exemple, la CDP est complètement connectée au reste et donc automatiquement récupère les segments et on a une meilleure personnalisation. Voilà rapidement en quelques minutes Iria, en tout cas Ibexa. Mais vraiment, notre but à nous, c'est de créer des expériences de haut niveau, sans couture, et qui simplifient vraiment l'usage du digital, en tout cas pour les équipes marketing. Merci beaucoup Grégory. Oui, c'était un peu la torture de te demander de faire tout ça en 5 minutes. Hein. Merci de t'y être tenu. C'est un sujet qu'on aura l'occasion de représenter plus amplement parce que c'est effectivement toute cette génération des plateformes marketing qui sont très à la main de l'utilisateur, de l'administrateur marketing, où il n'y a pas besoin d'une grosse masse de codage et qui permettent à la fois de faire du sans couture et de personnaliser déjà beaucoup ce qu'on met à disposition avec ces plateformes. Donc des sujets qui sont très tendances et dont on parlera certainement en 2024 à travers nos ateliers Lunch and Talk Innovation.
Et donc, Grégory parlait de e-commerce, notamment comme une des briques d'Ibexa. J'ai demandé à Antonin de venir nous en parler, parce qu'on traite évidemment beaucoup de ces sujets-là. Et qu'aujourd'hui, on est dans une situation assez paradoxale où, comme clients, nous, les gens du B2B, enfin les gens qui avons un job, on est très en attente de pouvoir faire des achats B2B sur Internet. On ne demande que ça, parce qu'on a pris cette habitude, on aime cette fluidité, cette simplicité, etc. Et en même temps, les vendeurs, les entreprises qui vendent des choses sont très frileuses à passer, à ouvrir ce canal-là. Et donc, Antonin va nous éclairer là-dessus. Oui, en effet. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, tout le monde ne le sait pas, mais le e-commerce B2B, ça représente plus que le e-commerce B2C. Et d'autant plus avec des perspectives d'évolution qui sont plus importantes sur le B2B que sur le B2C. Et pourtant, on voit que le B2B est à la traîne pour ouvrir son canal e-commerce. Alors que pourtant, pour nous, il y a 3 critères qui font en sorte qu'un produit est parfait pour le e-commerce. Le premier, c'est d'avoir une logistique qui puisse supporter l'envoi de produits en e-commerce. Le deuxième point, et c'est pas adapté, c'est pas à destination de toutes les entreprises, mais d'avoir un réseau de distribution qui ne pourrait pas rentrer en conflit avec la mise en place du e-commerce. Et le dernier point, c'est 2 points à vrai dire. Le premier, c'est des produits soit très simples à l'achat, ou soit, Grégory l'expliquait tout à l'heure, des produits qui peuvent être très complexes, mais dont l'achat est fait par des personnes qui sont expertes dans leur domaine. Et quelques exemples pour vous montrer l'éventail qu'il est possible de faire en termes de e-commerce. Aujourd'hui, on travaille avec 5 clients sur la partie e-commerce. Un premier client qui est dans le secteur de la food. Alors attention, pas la food B2C, vraiment la food B2B. Un autre qui s'occupe de faire du transport international. Une autre entreprise qui s'occupe de vendre de l'inox à la tonne en propre et via une marketplace. Une entreprise qui fait des PCB, donc des circuits imprimés, donc un produit qui pour le coup est très complexe. Et enfin, des formations en chirurgie dentaire. Et quand on dit e-commerce, on n'est pas obligé de aller jusqu'au paiement. Ici, vous voyez le funnel e-commerce assez classique, donc une première partie qui est la présentation du catalogue produit. Généralement, vous l'avez déjà mis en place dans vos entreprises. Et ensuite, il y a une seconde partie qui est la sélection et la mise au panier et la décision d'achat via une demande de devis ou autre. Et enfin, on a la transaction qui est le paiement directement sur la plateforme de e-commerce. Et ici, je vous ai rassemblé jusqu'où on est allé en tout cas dans le parcours e-commerce avec les différents clients. Donc, par exemple, pour le transport, pour l'entreprise de transport international, on s'est arrêté à la demande de devis parce que c'était compliqué d'aller derrière. Mais par exemple, pour les circuits imprimés, qui est donc pour moi le produit le plus complexe de l'échantillon que je vous ai montré, et ben on arrive à aller jusqu'à la commande. Et Grégory le disait tout à l'heure, il y a la partie on va mettre au panier et ensuite on peut rajouter des écrans pour justement gérer la complexité pour enfin passer à l'achat. Ce qu'il faut retenir en tout cas sur ce funnel e-commerce, c'est un point qui est les attentes des acheteurs B2B sont les mêmes que les acheteurs B2C, étant donné que, in fine, c'est les mêmes personnes. Et alors du coup, ce qui est important, c'est d'offrir une expérience utilisateur B2B aussi smooth que celle B2C. Et pour ça, nous, on utilise un certain nombre d'outils qui vont nous permettre de, tout au long du buyer journey, de vérifier que l'UX est opérationnel et que l'UI est opérationnel. Merci Antonin. Effectivement, un gros challenge pour souvent avec des moyens moindres. L'amplitude des plateformes de e-commerce B2C n'a rien à voir avec celle ou la plupart de celles en B2B. Et donc, il faut faire des miracles en termes d'expérience, notamment en termes du X et du Y. Merci Antonin. Gilles, on parle au webinar. Allez.
j'entends de très loin des voix qui disent mais c'est quoi l'innovation dans les webinars? Ça n'existe pas. Les webinars, on en a tous fait l'expérience. Hein, on a matraqué du webinar pendant le Covid, tout ce qu'on pouvait. Et à la sortie du Covid, on était tous lassés de ça. Et donc moi, ma question, elle est simple. C'est est-ce qu'on peut encore inventer des trucs au sujet des webinars? C'est ce qu'on fait là, non? Ah, Voilà. En plein dedans. typiquement. On est en plein dedans. Alors, parenthèse, excuse-moi. Ouais. L'événement que vous suivez là, il est donc hybride par nature et bien évidemment, Sur il est Livestorm. fait. Bah oui, Ah oui, normal. normal. Voilà. Oui, je pense que en fait, la question qu'il faut retourner, c'est plutôt, enfin, la question qu'il faut se poser, qu'on peut tous se poser, c'est, enfin, est-ce qu'on va vraiment arrêter de vendre à distance, que ce soit à 100 km ou à 10 000 km? J'ai pas la grande conviction que dans un monde mondialisé par définition, on s'arrête de vendre à distance. Que ce soit en one-on-one, que ce soit en groupe, on aura toujours besoin de faire du marketing sur ces échelles géographiques et surtout dans des considérations écologiques qui sont celles d'aujourd'hui. Je pense que non, c'est d'autant plus important, encore plus qu'il y a 30 ans en tout cas. Ok. Je te laisse Bien sûr. user de ta La de petite sa télécommande. Ouais. Alors, peut-être un petit mot sur Livestorm, pour ceux qui ne connaîtraient pas. En gros, on est une plateforme du coup, de visioconférence avec une expertise cœur métier qui est celle du webinar. Ça fait maintenant 7 ans, donc ça ne rajeunit pas exactement, mais en fait on a une expertise aussi qui s'est construite vraiment sur la durée, et aujourd'hui on est fier de s'affirmer comme étant leader en tout cas sur ce segment qui est du coup le webinar, à plusieurs reprises déjà, et surtout on a ce privilège d'être l'acteur privé, je ne parle pas évidemment des GAFA mais étendu, mais on est l'acteur privé européen le plus gros et le plus éprouvé en tout cas sur ce marché. On a la grande force de Livestorm, c'est évidemment son expertise sur le webinar, mais c'est aussi du coup sa position européenne, qui vient dans un contexte où toutes les boîtes de visio se font racheter par des grands groupes américains, et donc il y a un appel d'air qui se crée en Europe pour se positionner comme étant la solution la plus sûre, private, certifiée ISO 27001 sur le secteur de la visioconférence. Et donc c'est cet appel d'air qu'on veut saisir. Voilà. Et la mission de Livestorm, d'un point de vue produit, j'ai essayé de la formuler d'une façon un petit peu plus métaphorique, entre guillemets, mais ce que j'aimerais, en fait, c'est que Livestorm puisse, surtout dans le contexte de grands comptes, de s'effacer vraiment pour s'effacer dans la user journey. Ce que ça veut dire, c'est que Livestorm doit s'adapter à la stack de nos clients, que ce soit n'importe le CRM, le marketing automation, peu importe, à leur environnement IT, de faire en sorte qu'on puisse n'importe quel environnement puisse être quelque chose avec lequel on peut gérer, et surtout avec tous les impératifs de compliance qu'on va avoir en sécurité et en privacy qui vont émerger, et surtout les cas d'usage. Pendant 30 ans, moi ce que j'observe, c'est que tous les outils de vidéoconférence divers et variés, et même aujourd'hui pour les plus gros, en fait, forcent les clients à s'adapter à eux, alors qu'en fait ça devrait être l'inverse. Et donc in fine, c'est ça, c'est de s'intégrer vraiment dans le cas client et dans la user journey du client qui est unique par client en réalité. Donc voilà un petit peu sur quelques mots. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'on a environ 4000 clients dans le monde, majoritairement en Europe, mais on en a aux États-Unis, en APAC, voilà, avec des boîtes de 10 personnes jusqu'à des centaines de milliers de personnes. On a des contrats qui vont de 100 € par mois à 2,5 millions. Mais aujourd'hui, on a une vraie expertise sur des clients européens certes, surtout nos industries qu'on aime beaucoup, la finance, le pharmaceutique, le healthcare, l'IT évidemment, qui est un secteur historique, et sur des tailles au-dessous de 1000 employés et plus, quand les équipes sont déjà bien consolidées, c'est là où vraiment on arrive à shine, comme on dit, à briller. Voilà un petit peu pour l'intro sur Livestorm. Je pense qu'il y a une problématique qui était intéressante, si j'arrive à passer la slide, voilà, c'est on peut poser la question de comment le webinaire finalement vient s'intégrer dans cette Customer Journey. Je sais qu'on a eu cette discussion il y a quelques jours. En gros, pour moi, ce qui est assez cool finalement avec ce médium, c'est que c'est de la vidéo. Et par définition, la vidéo, on va pouvoir l'utiliser à plein d'escients, pour faire plein de choses. Je pense que si on prend simplement le funnel, enfin le tunnel d'acquisition, on va avoir une première étape qui est de simplement générer la demande. La personne n'est pas forcément au courant de ce que ma solution fait, de ce que mon produit est, etc. Donc mon webinaire finalement va aborder cet univers sémantique de marque, il va aborder quel est le problème sur lequel je travaille, sans forcément parler de la solution. Puis on va arriver dans une deuxième étape, où le webinar va être, sa mission va être de générer du lead. Et donc dans ces cas-là, on a, ok, j'ai un certain nombre de personnes qui est intéressées évidemment par le problème, je leur propose une deuxième session pour justement parler de la solution. Donc on rentre petit à petit, on le fait amener dans le funnel, le webinar est
encore un point d'étape. Puis ensuite, on peut arriver sur vraiment la mécanique de closing du deal. Et dans ces cas-là, ça peut être du 1-1 comme ça peut être des mécaniques de groupe, mais la visioconférence peut encore intervenir à ce moment-là. Et ce qui est assez cool, c'est que même quand le deal est fait, en réalité, on peut aussi former. Et on peut former à distance, on peut former en groupe, en one-on-one, on peut vraiment former grâce à cet outil-là. Donc c'est vraiment une brique qui peut s'intégrer tout le long du process. Et donc ça en fait un outil qui est très très versatile. À tel point que, étant de la vidéo, il y a une capacité aussi de recyclage qui est assez unique. Parce que la vidéo, par définition, c'est quoi? C'est de l'audio, c'est potentiellement de la sémantique, du sens, du texte qui peut être en ressorti, évidemment de l'image. Donc en fait, on peut recycler cette matière première assez facilement en faisant un e-book, un podcast, un post LinkedIn, un reel Instagram, plein de choses, un post Instagram même. Et donc en fait, par ce recyclage, le contenu, ma génération de leads ou ma génération de demandes ne s'arrête pas au live en lui-même. On peut étendre le reach de ce truc-là, vraiment au-delà du webinaire en lui-même, et finalement faire non seulement des économies en acquisition, des économies en rendez-vous, en distance, et finalement il y a aussi cette démarche un peu écologique dont je parlais au début. Donc c'est vraiment un outil qui est très versatile et qui n'a pas lieu, on n'est pas sur de l'événementiel ponctuel. Ce n'est pas un médium qui est amené à disparaître, bien au contraire. Je pense qu'il est très dans l'air du temps, encore aujourd'hui. Voilà un petit peu, je pense, que pour le webinaire. Merci beaucoup, Gilles. Oui. Et effectivement, tout ce travail de reuse ou de reformatage, raccourcir, rallonger, passer d'un mode vidéo à audio à écrit, c'est vraiment une bonne ressource pour le B2B notamment, qui est toujours un peu en bataille avec ses budgets. Enfin, certains, en tout cas. Je sais que tu as parlé de l'IA, mais l'IA peut avoir un intérêt dans ce sens-là aussi. Et on va parler d'IA. Je te passe les plats. Parfait. Alors avant de parler d'IA, j'ai demandé à Antonin de revenir pour nous parler de tableau de pilotage. Tableau de pilotage, là non plus, vous allez me dire, c'est pas une nouveauté. On en a, toutes nos plateformes en ont, de la plateforme de marketing automation à Google Analytics ou autres, Matomo et autres. Globalement, toutes vos plateformes de Martech ont leur propre tableau de pilotage. Nous, on prend les choses un peu différemment. Par tableau de pilotage, on entend tableau de pilotage, et donc on fait en sorte que ça pilote. Exactement. C'est ça. Et avec un premier exemple très concret, aujourd'hui, ce qu'on remarque quand on fait des tableaux de pilotage, c'est une analyse un peu canal par canal. Qu'est-ce qui se passe sur mes Google Ads, qu'est-ce qui se passe dans mon marketing automation, etc., etc. Là, pour un de nos clients, on essaie de mettre en place une autre visualisation de la donnée qui est, elle, en fonction du buyer journey. Et qu'est-ce que ça permet et pourquoi on fait ça? Le premier élément, c'est que ça permet d'identifier les étapes du funnel les plus performantes. Est-ce que ma génération de trafic elle est au rendez-vous versus ma lead gen, etc. Quelles sont les étapes bloquantes dans le buyer journey? Et donc du coup, afin d'en définir des priorités, aujourd'hui, par exemple, j'ai mon marketing automation qui fonctionne mal, et ben, du coup, je vais pouvoir le visualiser ici et donc essayer d'apporter des solutions derrière. Et enfin, des aspects qui sont moins data, mais ça permet également aussi de valoriser le travail des équipes et de montrer la valeur ajoutée des équipes marketing dans tout le process de création de valeur et dans toute la chaîne du prospect jusqu'à l'achat. Donc, mon premier exemple à ce sujet. Un deuxième exemple, on a essayé de sortir un petit peu du sujet données d'acquisition, etc. Pour servir un autre sujet. Ici, on parle d'une enquête de satisfaction qui est donc visualisée à travers un data studio qui est en temps réel. Pourquoi on a mis ça en place? Dans un premier temps, c'était pour informer les marketeurs et les commerciaux de « Ok, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui que pensent mes clients finalement de ma marque et de mes produits ?» Et donc tout ça en temps réel. Ça permet également aux commerciaux de se challenger sur la participation de leurs clients, étant donné que c'est en temps réel, de valoriser le travail de toute la chaîne de valeur aussi, et éventuellement, en cas de problématique avec les clients, donc un mauvais retour sur cette enquête de satisfaction, de directement permettre au commercial de prendre contact avec la personne et donc du coup d'apporter des réponses correctives. Et troisième cas, ici pour une étude
une étude sur l'environnement du transport, où habituellement, quand on fait une étude, le schéma classique, c'est je vais faire l'étude, je vais créer un e-book et je vais diffuser mon e-book. La problématique pour moi sur le sujet, c'est que cette présentation, elle est un peu fixe. Et sur ce sujet très spécifique, on savait que la personne qui répond à l'étude, elle avait besoin d'avoir des retours et de se comparer de manière assez micro à son marché. Et donc, pour ce fait, on a créé du coup, un outil de data visualisation qui permet à l'internaute de générer son propre prisme de lecture et donc du coup via des click-lists de pouvoir dire ben voilà, aujourd'hui je suis dans tel pays, qu'est-ce qui se passe dans tel pays en fonction de sa fonction, en fonction de l'industrie à laquelle il appartient et en fonction de la taille de cette entreprise. Et donc quel est l'objectif finalement de mettre ça en place? C'est vraiment une meilleure expérience client dans l'usage d'une étude et de permettre d'avoir un prisme de lecture vraiment quasiment personnalisé. Merci Antonin. Avant de parler d'IA, effectivement, aujourd'hui, il faut qu'on vive avec l'idée que nous et l'ensemble des gens en général aiment avoir de la donnée. Ils aiment pouvoir jouer avec. Ils aiment avoir de la donnée qui les concerne. Et donc cet exercice qu'a fait Antonin avec son client de remplacer le fameux e-book avec des tas de camemberts qu'on lit jamais, on regarde comme ça et on ne se l'approprie pas vraiment, avec une solution qui est très interactive, où sur une question de l'enquête, je peux voir comment répondent les gens de ma profession, les gens de mon pays, les gens de mon secteur, les gens d'entreprises de la même taille que moi. Du coup, moi, je me sens beaucoup, moi qui suis la cible du résultat de l'étude, je me sens beaucoup plus intelligent et beaucoup plus enrichi par la donnée, parce que je peux intervenir dessus et moi-même la manipuler. C'est vraiment un travail qu'on fait de plus en plus de chercher à comment valoriser et comment donner de l'expérience à l'autre, à la cible, à travers son accession ou l'accession qu'on lui propose à la donnée. Donc effectivement, Gilles dévoilait tout, mais c'est bien, c'est bien, mais pas du tout. Il était totalement impossible qu'on fasse ce dernier Lunch and Talk sur les innovations pour cette année, en tout cas, sans parler d'IA. Alors, parler d'IA, on pourrait y passer la journée entière. Hein. Moi, je voudrais juste soulever 2 points. Le premier point, c'est que l'IA, c'est comme la CIA. Mais pas pour les raisons que vous pensez. Dommage. Pourquoi c'est comme la CIA? Parce que vous imaginez bien, CIA, Central Intelligence Agency, hein, in the text. Dans intelligence, vous imaginez bien que dans la CIA, les États-Unis n'ont pas rassemblé tous les gros cerveaux qui existent aux États-Unis, les gens les plus intelligents. C'est pas ça la CIA. Enfin, sans doute pas ça, en tout cas. Ce mot d'intelligence, intelligence, moi je fais des études de lettres, hein, je fais la maligne, mais il est super important parce qu'en anglais, c'est de là que vient le terme IA, en anglais, intelligence veut dire, comme renseignement en français, veut dire la capacité à rassembler énormément de données. C'est ça la CIA, ça rassemble des données sur tout le monde. Clair. L'IA, c'est pareil. Donc, ce n'est pas l'intelligence au sens « let's be smart », c'est l'intelligence au sens « rassembler de l'information ». Et il y a, comme on l'a traduit un peu dans l'effervescence, le buzzword, etc., on l'a traduit directement comme ça. Nous, les Français, on pense intelligence au sens intelligence humaine. C'était une grande erreur d'interprétation linguistique. Donc, je voudrais juste qu'on garde ça à l'esprit. La deuxième chose, c'est qu'on parle souvent d'IA en faisant référence à l'IA générative. Vous voyez quelques exemples, oui, on peut faire de la vidéo, du son, de l'audio, de l'image, du texte, etc. On parle moins de l'IA intégrée et par voie de conséquence, nous, les marketeurs et les agences d'ailleurs, on l'exploite beaucoup moins parce que celle-ci, elle est à la fois quasiment invisible et super utile et propagée beaucoup plus largement. L'IA intégrée, c'est celle qui existe dans les solutions marketing que vous avez déjà. Je vous ai mis quelques exemples à la fois d'IA générative et d'IA intégrée. Aujourd'hui, quand vous faites du marketing automation, je suis sûre que vous en faites de la même façon que vous le faisiez
avant décembre, par exemple, ou avant, disons, 2022, où toutes ces solutions ont commencé à se doper, avant même le buzzword de ChatGPT, ont commencé à se doper, par de l'IA. Regardez vos plateformes aujourd'hui, je suis sûre qu'il y a des fonctionnalités que vous n'utilisez pas et qui sont du coup hyper smart, parce que le résultat qu'en a fait l'éditeur de votre plateforme, c'est de transformer cette donnée, ce brassage de données de l'IA en solutions et en fonctionnalités additionnelles. Nous, évidemment, on explore, hein, on est très loin d'avoir fait le tour, mais on explore, je n'ai pas le temps de vous parler de ces deux cas, mais on explore à la fois les usages d'IA générative et d'IA intégrée, notamment pour faire des chatbots, comme l'exemple en dessous avec G-Collect, où on est sur des sujets de recouvrement et donc complexe dans les mots. Dans les deux cas, on a travaillé avec de l'IA, évidemment, générative, mais avec un rédacteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des teams rédac plus IA, par exemple. Parce que le principe, quelles que soient les solutions, c'est que, encore une fois, l'IA, c'est une façon de brasser de la donnée. Donc, il faut qu'on fasse le brief convenablement. On parle de prompt, hein, mais si je devais le traduire convenablement en français, je dirais faites des briefs. Le prompt, c'est un brief. Oui, c'est un brief. J'en vois qui plaisante, mais c'est exactement ça. Et puis derrière, ne prenez pas le résultat pour argent comptant. C'est encore, on sait tous, hein, que c'est de l'analyse, des statistiques, de l'algo qui additionne des connaissances. Et donc parfois, comme tout le monde en maths, les additions, elles partent en vrille. Et donc c'est hyper indispensable qu'on puisse aller vérifier, qu'on ne prenne pas tout pour argent comptant. Voilà mes deux messages pour l'IA et notamment pour ChatGPT. Ici à l'écran, je vous ai mis quelques alternatives avec des particularités qui sont certains de citer les sources sur lesquelles ils se fondent pour la réponse. C'est parfois intéressant, notamment dans des secteurs qui sont extrêmement pointus, extrêmement sensibles. Je vous ai mis Hugging Chat que j'ai mis en bas à gauche, qui est un chatbot à la française, enfin créé par 2 Français en tout cas, et qui s'engage à ne pas utiliser les conversations ni pour des raisons d'études, ni pour évidemment des raisons de learning. Pour des raisons de learning, c'est quand même intéressant, ou en tout cas c'est une source de risque quand on est soi-même dans des secteurs un peu sensibles, hyper tiraillés en termes concurrentiels, parce qu'en fait la machine, elle va apprendre de vous, de ce que vous dites en interne, que vous pensez être en interne, et qui va nourrir la grande connaissance de la machine. Donc bien être sensible à ça. C'est presque tout pour aujourd'hui. Je voulais juste résumer en quelques mots ce que j'aimerais que vous gardiez à l'esprit une fois qu'on aura fini ensemble. Le premier, comme Grégory nous l'a présenté, il existe maintenant des solutions qui sont très à la main, très agiles, très faciles, ou relativement faciles à utiliser pour créer une expérience la plus fluide possible et la plus personnalisée, ce qui est toujours le cauchemar hein, de façon générale. Deuxième point, le e-commerce, commencer, évoluer, mais gardez à l'esprit que là où le B2C, le commerce B2C a une progression de 9% d'ici 2030, ou une prévision de progression, le B2B a une progression, une perspective de progression de 18%, c'est juste le double. Donc, gardons ça à l'esprit. Pour les webinaires, je pense que Gilles vous a démontré qu'il fallait le penser non pas comme une façon d'émettre du message, mais d'émettre les différents messages aux différentes étapes du funnel. Pour ce qui est des tableaux de bord, je serais tentée de dire faites la base, assurez-vous que vous avez une vision globale de l'ensemble de vos canaux, les dashboards multicanal, et puis imaginez ce que vous pouvez proposer à vos cibles sur l'idée de mettre à disposition de la donnée avec laquelle ils peuvent jouer. Et puis enfin, pour ce qui est de l'IA, moi j'ai qu'un seul mot, c'est vous le boss. L'IA assemble de la donnée et c'est vous qui êtes le patron de ce qu'on en fait. Merci à tous, je pense qu'on a fini. Merci à mes invités, merci. Gilles, merci. Grégory à distance et Antonin, et bonne fin de journée.
Bye.